Hop, on va pouvoir commencer. Je vois que les gens ont pu rentrer, c'est bon. Alors, on va parler de frugalité et d'IA, et bien sûr d'open source, avec Jean-Luc Marini, donc du coup directeur du pôle de recherche d'Open Studio, et Claire Verdier, doctorante en mathématiques appliquées. Je vous laisse du coup prendre le relais, et on part sur 20 minutes de conférence. On aura peut-être un peu de temps pour des questions, vu qu'il y a la pause après. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai essayé de repérer. On n'est pas à parité, mais bon. Donc, on va essayer de se présenter rapidement. Donc, Jean-Luc Marini, je dirige effectivement la recherche chez Open Studio. Open Studio, c'est une ESN spécialisée dans le développement d'applications sur mesure, qui est très ancrée dans le monde de l'open source et qui est labellisée numérique responsable. Donc voilà, pour en quelques mots qui on est. Claire? Oui, moi c'est Claire Verdier, je suis data scientist à Open Studio et aussi doctorante en mathématiques appliquées à l'Université de Franche-Comté. Alors vous allez comprendre le lien qu'on a avec effectivement la frugalité en matière d'IA, parce que tous les deux on a participé à un comité qui visait à, je dirais, établir, déjà construire un référentiel pour développer une IA frugale. Et en fait, ce référentiel est sorti au mois de juin. On en reparlera un petit peu plus tard dans la présentation. Voilà. Alors, on va parler surtout du pari français d'une IA open source et frugale, parce que c'est bien à Paris. Pour s'en convaincre, ce que je vous propose, c'est de vous donner deux petits chiffres. Le premier, c'est un chiffre assez impressionnant d'un demi-milliard d'utilisateurs qui, d'ici à 2027, devraient utiliser des technologies liées à l'IA. Et le deuxième, c'est le marché de l'IA, je dirais évalué à horizon 2027, qui est environ de 511 milliards de dollars. Alors tout ça pour vous dire quoi? Tout simplement que on est vraiment en train de vivre une révolution, je dirais à la fois scientifique et technologique, qui va reposer en grande partie naturellement sur l'intelligence artificielle. Donc si jamais vous n'en êtes pas convaincu, vous pouvez aller voir en fait le rapport qu'a établi la commission intelligence artificielle au mois de mars de cette année. Et là, vous verrez qu'effectivement, je dirais, on est bien engagé dans quelque chose qui va toucher vraiment tous les secteurs d'activité et véritablement un bon nombre de métiers tels qu'on les conçoit aujourd'hui. Voilà. Alors, il y a toujours un mal pour un bien, hein. Il y a des emplois qui se détruisent, il y en a qui se créent. Donc voilà, ce qu'il faut voir, c'est l'équilibre à la fin. Mais c'est des périodes toujours un petit peu difficiles, ces phases de transition. Alors, où en est l'Europe aujourd'hui par rapport effectivement à cette problématique au niveau de l'IA? Là aussi, je vais vous donner trois chiffres. Je pense que ça va assez parler et vous allez comprendre le reste du propos qui est affiché. Le premier, c'est les investissements qui ont été réalisés par les États-Unis entre 2013 et 2022. Vous pouvez retrouver ces chiffres sur le site de BPI France d'ailleurs. C'est environ 249 milliards de dollars. Donc entre 2013 et 2022, contre 95 milliards de dollars pour la Chine, et nous, petits Français, 6,6 milliards de dollars. Donc vous voyez qu'en termes d'investissement, comme quand même, je dirais, le financier reste le nerf de la guerre, on s'aperçoit qu'effectivement, les États-Unis et la Chine, je dirais, ont vraiment fait de la maîtrise de l'IA l'un des piliers de leur stratégie de puissance, en fait. Alors comment nous, Europe et je dirais la France, on peut se démarquer par rapport à ça? Effectivement, on a des atouts déjà à faire valoir, qui sont essentiellement liés d'ailleurs à une nouvelle génération de développeurs et de start-up. Vous avez peut-être tous entendu parler de Mistral AI ou voilà, d'entités de ce type-là. Effectivement, on a des vrais savoir-faire. Nos scientifiques sont reconnus dans le monde entier en matière d'IA. Yann Lequin est une référence qui a eu le prix Turing. Donc, c'est clair que, je dirais, quelque part, on a un potentiel. La difficulté, c'est de savoir, je dirais, où on va positionner en fait ce potentiel. Donc comment relever ce défi, je dirais, de l'intelligence artificielle, sachant que nous, en termes d'investissement, on n'est pas forcément, je dirais, dotés de la même façon que nos petits collègues américains et chinois. Donc la démarche actuelle de l'Europe, c'est aussi, je dirais, un pari d'arriver à imposer des normes réglementaires. Ça ne vous a pas échappé qu'on a un règlement européen de l'IA qui est sorti, je dirais, cette année,
qui pose un certain nombre de choses en termes de réglementation à la fois pour les concepteurs d'IA, mais aussi pour les utilisateurs d'IA. Donc ça, c'est un point important. Mais c'est aussi d'assurer une autonomie stratégique, et d'assurer une autonomie stratégique, notamment en misant sur l'open source. Alors c'est à Paris que la France a fait il y a déjà un petit moment, puisque elle se pose en fait un peu en pionnière de l'open source. Alors j'en veux pour exemple, par exemple, QTI, qui est en fait le premier laboratoire d'initiative privée, je dirais, européen, dédié à la recherche ouverte en intelligence artificielle, et qui a pour ambition de s'attaquer en fait aux principaux défis de l'IA moderne, et notamment à ces fameux modèles multimodaux, donc qui mêlent à la fois du texte, du son, de l'image, et qui, je dirais, a pour but de créer de nouveaux algorithmes qui améliorent leur capacité de ces modèles multimodaux, leur fiabilité, leur efficacité. Voilà. On a aussi l'exemple de Mistral AI, dont je parlais tout à l'heure, qui est une start-up qui a été fondée en 2023 et qui est spécialisée notamment dans l'intelligence artificielle générative, et qui développe des grands modèles de langage open source et propriétaires qui sont, je dirais, extrêmement performants, je dirais, au point que Mistral aujourd'hui est considéré comme un des leaders dans le domaine de l'intelligence artificielle dans le monde. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que, je dirais, il y a vraiment une volonté au niveau de l'Europe et de la France d'aller dans ce sens. Ça s'est d'ailleurs traduit au niveau de la réglementation, au moment de la réglementation et de l'AI Act, par une pression de la part de la France pour, je dirais, en gros, infléchir le règlement européen en faveur des projets d'open source, et pour permettre notamment à l'Europe et à la France de renforcer leur autonomie stratégique dans le domaine de l'IA en jouant sur cet aspect-là. Alors, vous allez me dire, là on a parlé, vous voyez bien que l'open source effectivement est au cœur aujourd'hui de nos réflexions pour essayer de se différencier des géants que sont les États-Unis et l'Asie, on va dire globalement, mais principalement aussi la Chine. Qu'en est-il sur la partie, je dirais, frugalité, IA frugale? Là, on répond aussi à un autre objectif au niveau de l'Europe, qui est celui d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 et de réduire les émissions nettes d'au moins 55% en 2030 par rapport à celles de 1990. Donc, effectivement, il y a un enjeu pour l'Europe, et l'IA est aussi un des domaines qui est visé par cet enjeu-là, clairement. Il n'y a pas que l'automobile, et ça fait partie aussi, on sait que, je dirais, le poids du numérique est important, je dirais, dans les émissions de gaz à effet de serre, et on sait que, notamment, je dirais, l'IA va être un gros, je dirais, contributeur dans ce volet-là, donc quelque part, il y a un enjeu assez fort. Donc la frugalité s'impose, et ce qu'on va essayer de voir un petit peu plus clair, c'est un petit peu plus tard avec Claire, c'est que il y a de nombreuses pratiques qui permettent justement d'agir sur ce levier-là, et qui sont, je dirais, à la fois, je dirais, liées aux données, à la fois liées aux modèles, à la fois liées au hardware, ou encore, je dirais, à l'énergie. Voilà. Donc, bon, la France n'est pas en reste, puisqu'elle est notamment à l'initiative d'un référentiel général pour l'IA frugale, qui a été publié en juin de cette année. Et là, Claire, tu peux peut-être nous en dire un peu plus, puisque toi, tu as vraiment mis les mains dans le cambouis sur ce référentiel, quoi. Le but de ce référentiel, c'était déjà de définir en fait ce que c'était une IA frugale, parce qu'on en entendait beaucoup parler, beaucoup d'entreprises se disaient faire des IA frugales, mais on n'en avait pas vraiment une vraie définition. Donc du coup, c'était un gros problématique. Et après, c'était d'essayer ce référentiel pour pousser les entreprises, toutes les collectivités publiques à pousser vers des IA plus durables, comme l'a expliqué un peu Jean-Luc juste avant. Et ce référentiel, actuellement, il est avisé pour pousser à une échelle européenne, pour d'abord, pour que les entreprises puissent utiliser ce référentiel pour créer des IA plus durables, mais après, à un terme, que ce référentiel soit une norme européenne et donc imposer aux entreprises cette norme. Alors, c'est important ce que dit Claire, parce que
Pour l'instant, c'est un référentiel, donc un ensemble de bonnes pratiques avec une méthode. À terme, on veut aller vers une norme européenne et la France pousse très fort sur ce volet-là. Ça veut dire que si on n'arrive pas quelque part à aller vers cette notion de frugalité par la promotion, par l'incitation, on va y arriver par un autre biais. Et le biais, vous le connaissez tous, hein, c'est celui notamment des grands donneurs d'ordre, notamment de la puissance publique, mais aussi des grands donneurs d'ordre privés, qui, dans le cadre de leur appel d'offres, vont faire référence demain, je dirais, à ce référentiel déjà et à cette norme. Donc, quelque part, si un certain nombre d'entreprises n'y vont pas d'elles-mêmes naturellement, elles iront parce que si elles veulent continuer à avoir certains types de marchés, elles seront obligées, je dirais, d'aller sur ce type de pratique. Donc voilà, c'est une autre façon de faire les choses. Quand la citation ne fonctionne pas, on passe par le biais de la réglementation. Donc on va se poser la question comment les technologies open source peuvent favoriser des solutions d'IA durables et frugales. Donc tout d'abord, on va vous parler de l'éco-conception et des technologies libres comme l'open source. Donc tout d'abord, un des meilleurs leviers pour réduire l'impact environnemental d'une IA réside dans la sobriété fonctionnelle. Donc c'est d'appliquer tout ce qu'on connaît au numérique responsable, parce qu'il ne faut pas oublier que l'IA fait partie du numérique. Donc appliquer toutes les démarches qu'on connaît sur le numérique responsable, l'appliquer au service d'IA. On a tendance à dire entre nous, mais c'est pour rigoler, mais vous verrez que c'est quand même intéressant, c'est un peu sérieux, que la meilleure IA frugale, c'est celle qu'on ne développe pas. Donc, c'est-à-dire qu'avant de se poser la question de dire on va développer une IA pour faire ça ou ça, est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative? Est-ce qu'il n'y a pas une solution algorithmique ou autre qu'on pourrait mettre en œuvre plutôt que d'aller sur ce type de solution? La plupart des technologies libres et open source sont basées sur le principe fondateur déjà de sobriété fonctionnelle. Donc ça a été l'exemple de Linux dont le noyau est complété par des fonctionnalités optionnelles. On peut voir d'ailleurs qu'on est dans la bonne salle, parce qu'on est sur la salle Alan Cox pour Linux. Un des gros contributeurs de Linux. Donc, et du coup, l'open source, le partage des connaissances et le partage de code ont toujours été un moteur clé de l'innovation, et notamment dans le domaine de l'IA. Et c'est aussi un gros moteur clé de l'open source qu'on peut donc appliquer à ce domaine. Claire, tu veux peut-être détailler un peu je dirais, les aspects et intérêts de l'IA frugale, je dirais, et de l'open source par rapport au développement d'une IA frugale? Oui. Du coup, comme le précise l'Open Source Initiative sur les blogs, les technologies libres et open source fournissent des outils essentiels pour le développement responsable de l'IA. Donc, il existe plusieurs références qu'on peut trouver, plusieurs exemples sur Internet, comme Interprète ML, qui est un outil qui a été mis en open source, qui permet d'accroître la transparence des IA. On peut aussi encore citer l'AIF 360 qui, elle aussi, permet d'identifier et de mesurer des biais dans les modèles. On a donc Mistral. On a aussi un grand LLM français, Mistral AI, qui a sorti un des meilleurs LLM en open source. Et on a notamment vu quand il est sorti, c'était pas le meilleur, mais grâce à la contribution en fait de contributeurs en open source, l'IA c'est une IA qui a été devenue la meilleure en celle en open source. Donc on voit que les technologies libres et open source, ça encourage aussi la créativité et l'innovation. Elles permettent aux développeurs de s'appuyer sur des algorithmes d'IA, de modèles préentraînés pour développer leurs propres solutions et outils et aussi innover ce domaine-là. Donc on va voir un peu plus en détail les bonnes pratiques frugales et open source qu'on peut voir. Donc déjà, dans un cadre qu'on l'a déjà dit, c'est au début d'un projet mettre en œuvre des mesures d'éco-conception pour tout le développement de systèmes d'IA. Donc c'est déjà utiliser tout ce qu'on connaît sur le numérique responsable, toutes les bonnes démarches, on peut les appliquer à un service d'IA et encourager les bonnes pratiques de frugalité au sein des équipes tout au long de son développement, de son cycle de vie, oui. Et aussi prendre en compte les facteurs différents. Donc, est-ce qu'on peut se resservir de données, de modèles qui ont été déjà préentraînés dans d'autres projets qu'on a déjà fait? Il y a les contraintes aussi, quand est-ce que j'entraîne mon modèle?
parce qu'on voit que les contraintes électriques sont quand même de plus en plus fortes pour entraîner les modèles. L'IA demande énormément d'énergie et de plus en plus. Donc tout simplement, on peut agir du coup sur les modèles. Parce que je crois que la conférence d'avant, ils ont donné des chiffres justement sur le développement d'un nouveau modèle est énormément consommatrice en temps et en ressources. Donc du coup, essayer de recycler et réutiliser des modèles existants permet de réduire fortement la consommation énergétique de temps et de ressources aussi. On va, comme l'a dit un peu Jean-Luc avant, on ne va pas réinventer ce qui existe déjà. Et on l'a déjà dit aussi plus tôt, Hugging Face qui incarne le succès français de l'open source. C'est une plateforme qui est reconnue mondialement et elle partage des codes sources, des librairies de données et également des modèles déjà entraînés. Donc on peut aussi se permettre d'écrire du code qui peuvent être réutilisés par plusieurs personnes sur plusieurs projets dans plusieurs environnements différents. Donc on va également appliquer les règles d'éco-conception, simplicité, frugalité et pertinence. Et on va aussi limiter les fonctionnalités. On va se restreindre sur la sobriété finalement fonctionnelle du truc et éviter d'augmenter leur qualité au maximum. Oui, toujours pareil, on essaye de réduire un peu le périmètre. Donc il y a toute une réflexion autour de est-ce que cette fonctionnalité est vraiment nécessaire ou pas. Enfin, bon, il y a vraiment un questionnement autour de ça, indépendamment des bonnes pratiques d'éco-conception qu'on applique aussi au développement dans le domaine de l'IA. Un autre gros volet sur lequel on peut jouer pour limiter l'impact de notre IA, c'est les bases de données et les jeux de données, parce que sans jeux de données, on ne fait pas beaucoup d'IA. Donc déjà, travailler avec des bases de données publiques et open source, on en trouve énormément sur Internet. Il faut savoir que la collecte et la notation de nouvelles données est énormément consommatrice déjà en temps, mais également en ressources. Et ça, oui. Oui, même si on en trouve beaucoup aujourd'hui sur Internet. Ça se limite de plus en plus. Il faut savoir que ça se limite de plus en plus. Il y a beaucoup de jeux de données qui étaient en open data il y a quelques temps, qu'on voit disparaître aujourd'hui et qui passent par des structures, je dirais, qui les commercialisent avec plus ou moins l'aval des pouvoirs publics. Donc parfois c'est compliqué. Donc on en est là. Ça pose des gros problèmes aussi pour la recherche publique en France. Donc, parce que forcément ça demande des moyens pour pouvoir accéder à ces données-là. Donc voilà, on essaye d'être vigilant aussi par rapport à ça et de faire bouger les lignes, ce qui n'est pas forcément évident. Et ce travail avec des bases de données publiques, ça permet aussi d'éviter la duplication des efforts entre organisations pour collecter ces données de même nature. On va voir justement, on peut utiliser, parfois on a besoin d'un jeu vraiment spécifique, mais on peut utiliser les jeux de données en open source pour une phase de prototypage. Donc ça nous permet de limiter l'impact de notre IA, mais ça permet aussi de voir la faisabilité de l'IA. Parfois, on va se rendre compte que le jeu de données, on n'arrivera jamais à avoir vraiment ce qu'on veut, et du coup, ça peut donner une estimation de la qualité maximale de ce modèle. Ça permet aussi de dimensionner le service. Entraîner une première version de réseau permet d'ajuster en amont la quantité de ressources nécessaires. Et bien évidemment, on peut notamment participer à des comités entre pairs afin de partager des jeux de données de qualité. C'est souvent ce qu'on essaye de faire aussi, c'est-à-dire mettre à disposition un certain nombre de datasets. Et enfin, actuellement, on a un gros problème en IA, c'est qu'on n'a pas vraiment les vrais chiffres que consomme une IA sur tout son cycle de vie. Donc, un moyen de le faire, c'est de créer un référentiel sur les impacts environnementaux des projets et le partager. Ça nous permet de se familiariser avec les ordres de grandeur d'un projet et aussi d'établir des comparaisons d'un projet à un autre entre l'estimation qu'on avait fait au départ et la réalité à la fin du projet. Pour ça, on a de nombreux outils qui existent, qui sont de plus en plus mis à disposition en open source, comme Code Carbon, Green Algorithm, Carbon Tractor. Et enfin, on a une bonne pratique, c'est acculturer en fait tout le client, le service, toutes les parties prenantes du projet sur toutes les bonnes pratiques qu'on peut avoir. Alors on va essayer de conclure rapidement puisqu'il ne nous reste plus qu'une minute, on nous dit. Alors en fait, aujourd'hui on est vraiment à la croisée de deux chemins. D'un côté, je dirais, un monde où l'IA est sous la coupe des big tech et très difficilement contrôlable. Et puis l'autre qui est porté par les technologies libres et open source.
qui vise notamment à démocratiser l'IA, hein, c'est un peu l'objectif, pour que cette technologie soit un réel moteur d'innovation qui peut être utilisé, je dirais, par un plus grand nombre. Donc voilà, il y a des vrais enjeux et l'Europe a un peu choisi son camp par rapport à ça. Donc ça se traduit à travers différentes initiatives, y compris en termes de soutien aux projets, je dirais, open source et d'IA frugale. Donc, si vous regardez bien de plus en plus dans les projets européens, il y a ces deux dimensions qui sont présentes. Mais ça se traduit aussi par des financements nationaux ou régionaux qui ont tendance à pousser ces différents aspects. Donc, indépendamment de la réglementation qui va encore se durcir et se renforcer pour aller vers ce volet-là, parce que c'est aussi un enjeu de souveraineté, je dirais, stratégique pour l'Europe, on va voir au fil du temps les choses aller, je dirais, de plus en plus dans ce sens-là. Voilà. Merci en tout cas. Merci Claire. Merci Jean-Luc.